Bonjour à tous, Panasonic GH7. Alors, honnêtement, on est content, enfin je suis content et je pense que je suis pas tout seul de voir que Panasonic ne s'est pas contenté de sortir le S9, là il y a quoi, 15 jours, que bon, peu de monde a compris au niveau, en tout cas, de la cible qui visait, hein. Moi le premier, et autant ce GH7, évidemment qu'on comprend beaucoup mieux à qui il est destiné, et enfin ça fait plaisir de voir la sortie de ce GH7, hein, soyons honnêtes. Alors, une pensée malgré tout pour les acheteurs du GH6 il y a 2 ans plus ou moins, hein, je ne sais plus la date de sortie exacte, qui avaient déjà été frustrés parce que juste derrière était sorti tout début 2023 le S5 II qui enfin avait l'autofocus de phase. Ça a fait râler, je crois, beaucoup d'acheteurs de GH6 et à très juste titre, évidemment. Et puis est sorti ensuite le G9 II, hein, beaucoup plus récemment, qui a encore amélioré cet autofocus de phase. Et du coup, il restait plus grand-chose au GH6, voire quasiment plus rien pour justifier même un prix égal au G9 II. Donc il était évident qu'il fallait que Panasonic corrige ça assez vite, et on va le dire, il le corrige non seulement de belle manière, mais j'allais dire, on va y revenir surtout dans la partie photo, de manière même surprenante. Alors, donc ce GH7, d'abord au niveau du prix déjà, aucun abus puisqu'il sort au même prix que le GH6, et qu'il embarque quand même plus de choses, à commencer bien entendu par l'autofocus, hein. Bon, on va commencer tout de suite par ça, évidemment. Alors, l'autofocus, c'est évident de dire qu'il est bien meilleur, hein, qu'une pure détection de contraste comme il y avait avant jusqu'au GH6. Mais il faut aussi savoir que depuis le S5, c'est un autofocus de phase qui a évolué en plus à force de mise à jour. Et il était déjà meilleur dans le G9 II. Et puis attention, hein, sur les capteurs micro 4/3, l'autofocus a moins de travail que sur les capteurs plein format aussi, et va plus vite, hein, algorithme et technologie égale, hein, bien entendu. Voilà. Donc vraiment, l'autofocus, ça change tout, c'est certain. Alors j'allais dire, sauf pour ceux qui n'utilisent jamais l'autofocus en vidéo, et je pense qu'il y en a, hein, voilà, les purs vidéastes, de toute façon, n'utilisent pas l'autofocus en vidéo. Il se trouve qu'aujourd'hui, quand même en 2024, c'est de plus en plus acquis que dans certaines conditions en vidéo, c'est quand même super utile d'avoir un autofocus qui nous aide beaucoup, hein. À commencer, voilà, en tournant cette petite vidéo, je suis bien content que l'autofocus de mon Canon R6 II me suive dans mes petits mouvements, certes, mais quand même, et qui ne parte pas tout d'un coup faire ce qu'il veut sur le fond. Et puis que si je l'avais bloqué dans une mise au point manuelle, bah, juste de faire ça pour me rapprocher un peu de vous, puis de me rééloigner, puis de bouger un peu, bah, déjà c'était mort, évidemment. Alors, du coup, on arrête avec l'autofocus, hein. C'est évident que c'est le point névralgique. Mais il apporte aussi quand même quelques autres choses, je trouve. Alors, en vidéo, j'ai bien étudié le truc. Il apporte encore 2-3 trucs de plus que le GH6. Mais on va dire que c'est pas là vraiment que ça change quelque chose. C'est plus en photo, étonnamment. Voilà. Et c'est là vraiment que je trouve que c'est étonnant dans le bon sens, hein, de la part de Panasonic. Parce que, on va dire que traditionnellement, la série GH est plus consacrée à la vidéo chez Panasonic, et donc embarque le maxi des capacités vidéo que Panasonic peut mettre dans un boîtier micro 4/3. Et la partie photo est un tout petit peu en retrait, même si elle n'a jamais été mauvaise, hein, sur les GH, bien sûr. Elle est un tout petit peu en retrait d'un boîtier comme a été le G9 ou comme est actuellement le G9 II. Et le GH6, typiquement, c'était ça. Sur la partie photo, il était quand même en retrait du G9 II. Mais là, ce qu'a fait Panasonic, c'est qu'ils ont mis le capteur, l'autofocus et surtout la rafale du G9 II dans ce GH7. Donc en fait, le GH7, ça devient le boîtier ultime
de Panasonic. Le G9 II, il va garder quelques avantages, on va le voir, mais finalement peu par rapport à ce GH7. Alors, qu'est-ce qui pourrait un petit peu freiner d'abord? Le gabarit quand même. Hein. Le gabarit, bon, déjà, sans parler du format du capteur, quand vous avez un boîtier qui passe les 800 grammes hein, avec carte et batterie, ça commence quand même à faire beaucoup. Hein. Et là, la comparaison, par exemple, avec le G9 II, elle est inévitable et elle tourne forcément en faveur du G9 II qui pèse 150 grammes de moins. Hein. Comme par exemple, moi, mon Canon R6 II là, qui me filme, c'est le cas aussi. Voilà. Ça fait quand même une différence, hein, 150 grammes dans le boîtier. Alors, bien entendu, comme on est en micro 4 tiers, on va se rattraper avec les objectifs. Ok, mais bon, quand même. Hein. Alors, bien sûr, c'est dû, c'est justifié, hein, ce gabarit, bien, avant tout, grâce à cause, c'est comme on veut, du ventilateur actif, hein, qui va permettre de tourner dans tous les formats, dans toutes les durées. Ce que peut pas complètement faire le G9 II, même s'il se défend très bien à ce niveau-là. Où est-ce qu'on va peut-être aussi tiquer un peu, mais alors là, j'allais dire, c'est pas spécial au GH7, hein, c'est toute la gamme Panasonic, et quel dommage, quel dommage. Aucun boîtier Panasonic, ni ce GH7, n'a de switch photo-vidéo. Et ça, c'est plus possible. Hein. Donc là, moi, j'ai mon R6 II qui me filme, mais voilà. Mon R7, ici, hein, heureusement qu'il a ce bouton-là. Donc là, je l'allume en photo. Donc j'ai mes modes C1, C2, C3 sur ma roue qui sont spécifiques à la photo. Tous les boutons du boîtier qui sont personnalisables sont personnalisés pour la photo. Et maintenant, si je fais ça pour le passer en vidéo, tout a changé. Alors évidemment, l'environnement, bien sûr, hein, sur l'écran hein, de l'appareil, mais pas que. Mes modes C1, C2, C3 ici, ben, ils sont maintenant dédiés à la vidéo, c'est-à-dire c'est des modes où j'ai paramétré de la vidéo dessus. Et surtout, les autres boutons du boîtier, et en plus sur le R7, il y en a plus que sur le R6 II, des boutons, eh ben, c'est tout pour la vidéo. Eh ben, pourquoi Panasonic ne fait pas ça? Ça devient incompréhensible, hein, vraiment. Voilà, c'est vraiment, moi je trouve, son plus gros défaut, parce qu'après, pour le reste, il n'a pas de défaut majeur, hein, ça c'est certain. Alors il y en a quelques petits, hein, par-ci, par-là, bien sûr, mais enfin, il coche beaucoup plus de points ultra positifs que de points négatifs. Hein. Là, pour le coup, c'est pas un S9. Hein. Donc, et puis, bon, dernier, pas défaut, c'est pas un défaut, c'est pour le comparer évidemment avec le G9 II, ben, il coûte 300 € de plus qu'un G9 II. Mais bon, honnêtement, il les vaut les 300 € de plus. Mais si vraiment le budget en lui-même est un critère de décision et que on n'a pas besoin des spécificités vidéo ultimes, autant prendre un G9 II. Voilà, c'est un peu la guerre interne là entre ce GH7 et le G9 II, mais ça reste une guerre étroite hein, quand même. C'est-à-dire que la décision, je pense, elle n'est pas facile. Franchement, parce que pour 300 €, on a absolument le top du top, mais on perd rien, même en photo. C'est ça vraiment qui est nouveau, on va dire. Mais on se cogne un gabarit quand même costaud, vraiment pour du micro 4 tiers. Voilà. Après, parlons de la concurrence interne aussi de Panasonic avec le S5 II et le S5 IIX qui franchement en prix sont carrément tout près. Hein. Je crois que le S5 II, il y a eu des ajustements de prix là récemment et je crois que le S5 II est peut-être même un peu moins cher que ce GH7. Et le S5 IIX, quand il est en promo, il n'est pas plus cher, c'est sûr. Et puis son prix normal, ça doit vraiment pas être beaucoup plus. Et donc là, forcément, on ne peut pas s'empêcher de se dire, on est chez Panasonic, donc on a complètement la même interface qui est
vraiment pensé pour la vidéo justement, avec des aides au tournage qu'il n'y a pas chez les autres. Donc, plus le fait qu'on est en plein format, et qui fait qu'en basse lumière, et pour le flou d'arrière-plan, et peut-être un peu pour la dynamique, eh ben, c'est quand même un peu différent dans le bon sens qu'un micro 4/3. Il y a de quoi hésiter, hein. C'est vrai que là, chez Panasonic, du coup, bah, ils donnent le choix, mais en même temps, bah, bon courage à ceux qui doivent choisir, parce que c'est pas évident, là, franchement. Ou alors, faut tout avoir, hein. J'allais dire un S5 2X et puis un GH7. Et puis voilà, tout va bien. Et puis même un G9 II pendant qu'on y est. Enfin bon, bref. C'est bien hein, d'avoir tout ce choix à remarquer. Hein. C'est sûr que c'est bien. Mais voilà. Ça aurait été bien que pour avoir un élément de différenciation, cette fois-ci ultime, il y ait ce switch photo-vidéo. J'y reviens, je suis désolé, mais ça devient un gros défaut. Ça devient un gros défaut qui partage avec Fuji. Hein, sur la plupart des boîtiers de la gamme Fuji, c'est un peu la même histoire. Et maintenant, tous les autres sont passés au switch photo-vidéo. Hein. Donc même Canon qui a tardé, maintenant, il ne s'aviserait plus de sortir un boîtier qui n'a plus de switch photo-vidéo. Hein. Faut savoir quand même ce qu'on veut. C'est dans ce GH7, Panasonic décide de mettre toute la partie photo maxi qu'ils peuvent faire, qui est celle du G9 II, c'est génial. Enfin, d'un autre côté, ils ne permettent pas d'utiliser ce boîtier en mode photo-vidéo de manière très souple. Alors que oui, évidemment, d'un autre côté, il a les meilleurs specs vidéo de tout le marché. En tout cas, entre le micro 4/3 et la PSC, c'est sûr. Voilà. Donc, ouais, c'est un peu... Ça, c'est un peu frustrant, je trouve, quand même, malgré tout. Hein. Voilà. Bon, bah sinon, j'ai regardé aussi la vidéo. J'en regarde beaucoup, hein, forcément, avant de faire la mienne, de Gerald London, pour ceux qui connaissent. Et franchement, ce capteur est étonnant au niveau de la dynamique. Hein. C'est-à-dire qu'il n'égale pas les meilleurs pleins formats, hein, c'est sûr, donc, que sont notamment les capteurs Sony. Mais sinon, il égale largement les APS-C. Hein, Gerald London, qui possède, je crois, la Sony FX30 notamment, a mesuré clairement et a bien dit que la dynamique était meilleure sur ce GH7 hein, ou sur le G9 II. Donc quand même, hein, et que certains pleins formats et Canon les premiers sont pas forcément meilleurs en dynamique en vidéo en plein format, hein, notamment mon R6 II qui me filme. Alors, beaucoup disent que c'est parce qu'il n'a pas le C-Log 2 de Canon, et ça je veux bien le croire, hein, que c'est pas le capteur en lui-même, parce que le capteur en lui-même de la dynamique en photo, pour le coup, il en a, hein, il a celle vraiment d'un plein format. Mais en vidéo, on voit vraiment la différence et bah oui, c'est sans doute dû à cette absence de C-Log 2. Bon, je sais pas. Toujours est-il que avoir un boîtier qui, franchement, pose pas vraiment de problème au niveau de la dynamique en vidéo et tout en étant en micro 4/3, c'est quand même super sympa, hein, parce que maintenant, évidemment, on va dire que quand vous mettez des optiques micro 4/3 dessus, là, pour le coup, vous retrouvez un semblant de compacité que vous n'avez pas à l'envers avec le plein format, parce que vous avez peut-être des boîtiers effectivement moins lourds, un peu plus compacts que ce GH7, mais par contre, les objectifs qui vont devant sont forcément plus conséquents. Donc, bon, voilà, l'un dans l'autre. Voilà, alors pour finir, j'ai vu qu'il mettait dans ce GH7, bon, bah, c'est normal, c'était attendu depuis la sortie du S9, les fameuses luttes intégrées directement hein, au boîtier qui vont permettre de tout de suite avoir un profil en vidéo et en photo. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai expliqué. Pour moi, c'est pas des luttes en photo. Enfin, on appelle ça comme on veut. C'est des profils d'images qui existent partout chez la concurrence. Là, on parle des luttes en vidéo qu'on peut en plus télécharger, envoyer au boîtier et tout, comme sur le S9. Là, on peut le faire sur ce GH7 aussi, bien sûr.
et c'est génial. Dernière chose, ce GH7 évidemment, et là ça fait une différence pour le coup avec le G9 II, il va être capable de faire du ProRes en interne, et le G9 II pardon, peut en faire, mais il faut un SSD externe. Alors attention, ça reste une super solution je trouve, hein, mais il faut quand même être en environnement, on va dire, contrôlé, hein, c'est même un petit disque dur externe fixé autour du boîtier, ça reste pas une solution super run and gun quand même, hein. Voilà. Alors que bon, le GH7, lui, vous n'avez pas besoin de lui mettre un SSD externe, même s'il peut hein, mettre un SSD externe, ce qui pour le coup va être conseillé quand vous tournez non pas en ProRes, quoique déjà en ProRes, mais surtout en ProRes RAW, parce que oui, il a du ProRes RAW en interne. Alors, là, deux remarques. La première, j'allais dire, l'exploit est louable parce que le ProRes RAW en interne, à part des caméras professionnelles et peut-être les Nikon, Z8, Z9, peut-être, je ne sais plus. Là, quand même, quoi, respect. Hein. Alors, respect, après, il faut savoir ce que ça veut dire tourner en RAW en vidéo. Hein. Évidemment, c'est tout de suite il faut des capacités mémoire délirantes derrière. C'est pour ça qu'il faut se mettre sur un disque dur externe. Là, pour le coup, ça paraît presque inévitable. Après, maintenant, on a des cartes CF Express, parce que oui, c'est ça aussi qui le différencie d'un G9 II, c'est qu'il a une carte CF Express et que donc, on peut aller graver plusieurs gigas sur une carte CF Express maintenant, en plus de manière à supporter les débits du ProRes et du ProRes RAW, hein, ce que ne peut pas faire le G9 II justement avec ses cartes SD. Donc voilà, ça c'est quand même une super spécificité pour ceux qui en ont l'usage, bien entendu. Et puis, ça limite un tout petit peu au niveau post-production, parce que il faut quand même bien savoir que aujourd'hui, beaucoup de vidéastes sont équipés avec DaVinci Resolve, hein, qui a pris peut-être un petit peu le dessus sur Premiere Pro et surtout le logiciel d'Apple, je me rappelle plus son nom, mais voilà, c'est là que c'est important, c'est que le ProRes RAW, c'est un format spécifique à Apple. Il faut bien faire la différence avec le ProRes tout court, qui est aussi présent hein, dans ce GH7. Le ProRes tout court, vous pouvez l'ouvrir sans souci hein, avec DaVinci. Hein. Moi, le premier, j'avais le Fuji X-H2S qui faisait du ProRes et je l'ouvrais sans problème avec DaVinci. Le problème, c'est que le ProRes RAW, lui, ne s'ouvre qu'avec un Apple, quoi, et un MacBook, voilà. Et donc, si vous fonctionnez sous l'environnement Apple, c'est pas un souci, évidemment, au contraire. Hein. Par contre, si vous êtes en PC, ça reste inexploitable à l'heure où on se parle. Hein. Faut quand même le savoir et donc ça limite un tout petit peu. Dans ces cas-là, il aurait fallu avoir le Blackmagic RAW hein, de Blackmagic quoi, qui fait DaVinci. Donc c'est une petite limitation quand même, malgré tout, qu'il faut connaître si on a envie vraiment de faire du RAW en vidéo, bien entendu. Voilà. En conclusion, un boîtier ultime chez Panasonic qui fait plaisir, vraiment. Hein. Enfin, un GH qui n'a plus de problème majeur d'autofocus et qui, en plus, par-dessus le marché, récupère tout ce que peut faire de mieux en photo sur un capteur micro 4 tiers Panasonic. Pas grand-chose à dire, à part que super. Voilà. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les sorties s'enchaînent là, tout d'un coup. Hein. Autant on n'a rien eu pendant 5 mois, voilà, début 2024, autant là, maintenant, c'est parti. Hein, c'est festival. On a eu donc bien sûr le Fuji X-T50, le Panasonic S9, même si, hein, voilà, ce superbe G7. Et puis maintenant, on attend peut-être une suite chez Panasonic, on attend bien sûr une suite chez Canon, hein, ça va de soi, et on attend surtout le Nikon Z6 III qui visiblement, alors faut toujours se méfier des rumeurs même un peu sérieuses, arriverait peut-être la semaine prochaine, enfin l'annonce, bon, on croise les doigts,
Allez, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Au revoir.